vient de choisir DBS, place à l'actualité sur le continent africain. Près de 6 millions de Burkinabés étaient aux urnes ce dimanche 22 novembre pour élire le nouveau président et les députés de l'Assemblée nationale. Comme en 2015, c'est au bureau numéro 1 de l'école primaire de la Patte-d'Oie, un quartier situé dans le sud de la capitale, que le président candidat Roch-Marc Christian Kaboré, favori d'après les analystes politiques, a voté. Âgé de 63 ans au pouvoir depuis 2015 et en quête d'un second mandat de 5 ans, il a appelé les Burkinabés à sortir massivement pour désigner leurs dirigeants. On compte parmi ses 12 adversaires Séverine Diabré, chef de file de l'opposition, et Eddy Komboigo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré qui a quitté le pouvoir il y a 6 ans suite à un soulèvement populaire. La journée de vote s'est majoritairement déroulée dans le calme malgré un contexte sécuritaire tendu. Pour ce double scrutin, près d'un cinquième du pays n'a pas pu voter, faute d'une présence suffisante de l'État dans certaines zones du nord et de l'est en proie à des attaques djihadistes et à des violences intercommunautaires quasi quotidiennes. Désormais, le pays est dans l'attente des résultats. Le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux. La veille même du double scrutin, l'opposition avait tiré la sonnette d'alarme sur des risques de fraude massive. Elle a promis de saisir le procureur et pourrait ne pas reconnaître les résultats. En Côte d'Ivoire, le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition est loin d'être terminé. Le principal interlocuteur du président Ouattara vient de suspendre le dialogue. Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État et patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en sa qualité de président du Conseil national de transition, pose désormais des conditions pour poursuivre les négociations. Il exige comme préalable la libération des opposants détenus et le retour de ceux qui sont à l'étranger. Dans un communiqué, il a fait référence aux leaders de l'opposition tels que Maurice Kiwake, vice-président du PDCI, mais aussi Pascal Affi-Guesson, président du FPI, toujours derrière les barreaux. En réaction à cette sortie du leader du PDCI qui a décidé de suspendre le dialogue, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est monté au créneau dimanche en invitant l'opposition à cesser de ruser avec la paix, soulignant que dans cette crise, rien ne peut s'obtenir par la force ou par la violence. À noter que la tension a baissé d'un cran dans le pays, surtout après la rencontre entre le président Ouattara et Henri Konan Bédié le 11 novembre dernier. À l'issue d'un tête-à-tête, les deux hommes avaient alors promis d'engager des négociations qui ont commencé en coulisses et étaient encouragées par la communauté internationale. Avant ce revirement de l'ancien président Bédié, l'opposition avait déjà exigé des actes d'apaisement du pouvoir en préalable à tout dialogue politique. Le pouvoir avait levé le blocus autour des domiciles des leaders de l'opposition et libéré certains militants mais gardé en prison notamment le porte-parole de l'opposition, l'ancien premier ministre Pascal Affi-Guesson, et un haut cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Selon un bilan officiel, les violences politiques et entre communautés liées à l'élection présidentielle du 31 octobre ont fait au moins 85 morts et près de 500 blessés depuis août. En République démocratique du Congo, la tension persiste au sein de la coalition au pouvoir. Alors que le président Félix Tshisekedi est en quête d'une nouvelle majorité, ses partisans accusent la famille politique de Joseph Kabila de bloquer l'action de l'actuel pouvoir. Ils pointent aussi les ressources du pays qui ne sont pas, selon eux, orientés d'une manière efficiente. Il cite notamment les frais que le gouvernement alloue à Joseph Kabila comme pension spéciale au titre d'ancien président de la République. Cette polémique qui traîne depuis plus d'un an et demi a été accentuée suite à l'examen du projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2019. Présenté par le ministre des Finances à l'Assemblée nationale, ce document avait relevé des dépassements budgétaires importants sur le crédit alloué à la présidence de la République. Pour leur défense, les conseillers de l'actuel président congolais ont expliqué que ces dépassements sont dus notamment au budget alloué à l'ancien chef d'État, relevant que ces indemnités de retraite de Joseph Kabila émergent sur les lignes budgétaires de la présidence de la République et elles sont payées sur la rubrique appelée Fonds spécial d'intervention. Pour eux, il faut les réduire. De son côté, le ministre des Finances a apporté un démenti formel, précisant que cet argent émerge plutôt au ministère du Budget. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a donné dimanche 22 novembre 72 heures aux dirigeants de la région dissidente du Tigré, cible d'une offensive militaire et menacée d'un assaut impitoyable pour qu'ils déposent les armes. Prix Nobel de la paix en 2019, Abiy Ahmed a déclenché cette opération le 4 novembre
accusant les responsables du Front populaire de libération du Tigré au pouvoir dans cette région du nord du pays de chercher à déstabiliser le gouvernement fédéral et d'avoir attaqué 2 bases militaires éthiopiennes dans la région, ce que nient les autorités tigréennes. L'armée éthiopienne avait auparavant prévenu de l'imminence d'une attaque contre Makale, capitale du Tigré et siège du gouvernement local, que le pouvoir fédéral cherche à déloger, appelant les civils à fuir tant qu'il est encore temps. En réponse, le chef du FPLT a promis de livrer des combats acharnés pour freiner l'avancée de l'armée éthiopienne. Il a aussi prévenu qu'une attaque sur Makale ne marquerait pas la fin du conflit, indiquant que tant que la force d'occupation sera au Tigré, les combats ne cesseront pas. Le Front populaire de libération du Tigré a par ailleurs assuré samedi que des civils avaient été tués lors d'un intense bombardement d'Adigrat par l'armée éthiopienne. Le gouvernement affirme que l'opération militaire ne cible pas les civils. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma risque une peine de prison ou une amende après avoir quitté la commission d'enquête Zondo sans autorisation. L'ex-président sud-africain avait accusé le juge Raymond Zondo de partialité et exigé qu'il se recuse. Il a plutôt quitté le panel pendant la session, de sources proches de la justice pour être parti sans permission, pour refus de répondre aux questions et pour refus d'honorer les convocations. Jacob Zuma et son panel d'avocats ont commis des actes criminels. Il pourrait maintenant être arrêté et jugé pour ces actes dont les peines possibles sont assez faibles, un emprisonnement de 6 mois ou une amende. Ce refus de témoigner intervient après des mois d'incertitude quant à sa présence devant la commission d'enquête. L'ancien président sud-africain avait invoqué des raisons de santé et la préparation d'autres cas en cours pour justifier de ses absences. Le juge Raymond Zondo dirige la commission d'enquête judiciaire depuis sa création début 2018, alors que Jacob Zuma était toujours en fonction. Mais les relations entre les deux hommes ont été glaciales au cours de l'année écoulée. L'ancien président fait face à 16 accusations de fraude, de corruption, de blanchiment d'argent et de raquettes liées aux 783 paiements à la société française d'armement Thales dans le cadre d'un accord d'armement en 1999. Il avait été forcé à la démission en 2018. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous en compagnie des programmes de DBS Télévision.